avant, quand on se disait, putain, j'ai un cancer avec des métastases, je suis niqué, je suis plié, on peut plus rien faire pour moi. Ouais. Non. Il faut plus rester sur cette mentalité où on se dit, il y a des méta, on peut plus rien faire. Avant, c'était t'as des méta, on te met une chimiothérapie palliative, c'est fini. Maintenant, non. On fait une chimiothérapie pour éventuellement pouvoir t'opérer et, alors pas forcément te guérir, mais au moins largement augmenter ton espérance de vie. Et là-dessus, on a beaucoup gagné, tu vois. Bienvenue sur Meditalks, le podcast de la prévention santé. J'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui sur Meditalks le docteur Alexandre Mancier, chirurgien viscéral et digestif, reconnu pour son expertise et son engagement dans la transmission des savoirs. Ancien interne et chef de clinique au CHRU de Lille, puis praticien hospitalier au centre hospitalier d'Arras, il exerce actuellement à la maison de santé pluridisciplinaire de Béthune, du groupe Vivalto Santé. Le docteur Mancier est spécialisé en chirurgie cœlioscopique, cancérologique, pariétale et proctologique. Il nous expliquera tout à l'heure ce que ça veut dire. Il Ouais. est également membre actif du club Hernie. J'ai noté ça. Ouais. Au-delà de son travail en salle d'opération, il est passionné par la transmission du savoir. Diplômé en pédagogie anatomique, il a encadré le laboratoire de dissection à l'hôpital Hurier et enseigné la neuroanatomie aux étudiants en médecine. Il est aussi l'auteur de plusieurs publications scientifiques et partage des contenus éducatifs sur ses comptes Instagram et TikTok avec le nom The French Chirurgien, où il met en lumière les coulisses de son métier, tout simplement. Un livre est en cours de préparation également, il va nous en dire plus. Je suis ravi qu'il ait accepté mon invitation pour discuter de son parcours, de ses engagements actuels et de sa vision de l'avenir, de la santé et de la prévention. Alexandre, bonjour. Bah, bonjour à toi aussi, et merci de m'accueillir aussi pour le Ah, podcast. avec grand plaisir. Donc, on va parler prévention, du cancer colorectal en particulier, de ton livre, du futur de ta spécialité. Mais avant tout ça, si ça te convient, j'aimerais parler un petit peu de ton enfance. Voilà, sur des choses simples. Moi, je trouve que c'est très intéressant de savoir d'où viennent les gens, dans quel environnement ils ont grandi. Et donc, Ouais. nous dire par exemple où tu es né, voilà, ton environnement familial. Est-ce que tu peux nous parler de ça un petit peu? Bah ouais, bah moi je suis du Schnorr, hein, 100%, hein, D'accord? à Lille. Bah moi j'ai baigné dans le milieu médical depuis ma tendre enfance parce que ma mère, alors, était médecin généraliste, elle a pris sa retraite, hein, et D'accord? mon père, lui, était chirurgien, il a pris sa retraite aussi il y a pas très longtemps. Donc Ok. je baigne vraiment dans ce milieu médico-chirurgical depuis que je suis tout petit. Ok. Et moi je me suis plus axé sur papa au début, en tout cas quand j'étais petit. Parce que c'est vrai que je me suis posé plein de questions sur son métier, tu vois, parce que papa, je le voyais pas beaucoup. Je me dis, voilà, c'est quand même un métier prenant. Il pouvait travailler le matin, la nuit, le week-end. Il pouvait se barrer en plein dîner familial pour des urgences. Et à chaque fois, je me dis, mais c'est quoi ce métier de fou? Oui, Donc, c'est prenant. ça qui m'a un peu motivé pour essayer de comprendre un peu ce métier-là. Et D'accord. donc, je l'ai suivi pendant plusieurs mois, si ce n'est même années, pendant mes études de lycée. Je l'ai accompagné dans son cabinet pour voir un peu comment ça marchait les consultations d'un chirurgien. Après, je l'ai accompagné au bloc opératoire. J'ai fait plein de petits boulots comme ça, à droite à gauche, dans la clinique, le cabinet, etc. Toi, j'ai fait infirmier, brancardier. Je suis allé dans la pharmacie, en stérilisation. Bref, je suis allé dans tous ces milieux-là. Et au final, je me suis dit, c'est vrai que la chirurgie, c'est un milieu qui me passionne. Et à la terminale, avant le bac, moi, c'était, je veux être chirurgien viscéral à Lille et c'est tout. J'avais pas de plan B, quoi, tu vois. Ok, mais t'as une vocation. Comment tu pouvais être aussi certain avant C'est avec Bah, l'expérience, quand tu es allé voir comment ça se passait, ça t'a confirmé que ton intuition ah était bonne, tu ouais. voulais faire ça En ou... fait, toi, quand j'étais au bloc, t'as fait une ambiance très particulière, tu vois, le bloc opératoire que peu de personnes connaissent parce que c'est quand même, soit tu vas te faire opérer, au final, tu dors, donc tu sais pas Oui, trop ce qui se passe, c'est ou vrai. soit tu travailles dedans, mais on n'est pas beaucoup de chirurgiens en France. En ordre d'idée, on est 2800 chirurgiens viscérales en D'accord. France. Donc là, il n'y a pas beaucoup de personnes qui connaissent mieux. Et puis moi, j'avais quand même l'opportunité de pouvoir voir ce qui se passe en étant éveillé au bloc opératoire avec mon père. Ouais, mais il faut aimer Dans ça. cette ambiance, Ça cette correspondait à chirurgie, ta... ouais, tu vois, ça m'a donné vraiment je me sentais bien dans ce milieu. Ok, Et donc, c'est ça qui m'a donné vraiment cette passion du métier, quoi. ok, super. Et donc, tu as des frères et sœurs aussi? Ouais, j'ai un grand frère D'accord. qui lui est parti dans l'intelligence artificielle. Tu vois, on en parlait de D'accord. l'intelligence artificielle. C'est bien Et fait. lui, il travaille pour une boîte américaine basée à Washington. D'accord. Intelligence artificielle, alors j'y comprends rien ce qu'il fait. C'est que du codage informatique, enfin des trucs ultra intellectuels. Mais il est dans cette boîte d'intelligence artificielle. Mais c'est pas pour autant qu'il n'aimait pas la médecine, etc. Mais c'est juste que lui, à l'époque, il avait la flemme de se taper toutes ses études. Donc, il est parti dans une voie beaucoup Ok. plus littéraire. Il a fait Sciences Po. Et puis après, il est en aiguille, il s'est retrouvé là-dedans, quoi.
D'accord. Bah après, j'ai l'impression que pour la médecine, il faut quand même avoir la fibre un peu parce qu'il y a des gens qui aiment, Ouais, des gens qui aiment pas trop. Donc, il faut que ça colle à ta personnalité, quoi. bah, c'est ce que j'essaye de transmettre en tout cas aux jeunes. Parce que tu vois, par exemple, la semaine dernière à la clinique, on a reçu trois groupes d'étudiants lycéens, Ok. première et terminale, qui venaient se balader un peu dans la clinique pour voir un peu ce que c'était que le métier d'infirmier, de chirurgien, etc. Et je leur dis que ce métier-là, c'est un métier passion. Tu viens pas le faire pour dire je veux gagner de la thune, je veux faire ci, je veux faire ça. Non, tu vas travailler comme un acharné toute ta vie, tu vas pas beaucoup dormir, c'est stressant, tu as plein de responsabilités. Donc si tu le fais pour l'argent ou de trucs, tu vas pas kiffer. Il faut vraiment avoir la passion du métier pour y aller, quoi. D'accord. Et tu penses que cette passion, du coup, peut se transmettre et que c'est pas forcément Oui, un truc où tu as la personnalité ou pas, c'est que si tu expliques bien le métier, si bah tu voilà. montres comment ça se passe, tu penses que les gens peuvent devenir intéressés. J'ai eu plusieurs exemples, hein. Toi, c'est con, mais par le biais des réseaux sociaux, j'ai eu Ouais. plein de jeunes qui sont venus me parler en me disant, ah, on adore la manière dont vous expliquez la médecine, la chirurgie, ça nous donne envie de faire ce métier-là plus tard. Ok. Et il y a peu, j'ai même fait une vidéo pour une petite fille. Oui, j'ai vu ça. Ouais, tu vois, parce que sa maman m'avait envoyé un message justement via LinkedIn et Insta pour Mm. me dire, voilà, ma fille, elle a 10 ans et elle veut devenir chirurgien comme vous. Elle a 10 ans, quoi. Tu vois, tu te dis, mais c'est extraordinaire de pouvoir transmettre sa passion à des filles aussi jeunes que ça. Et donc, c'est ça aussi qui me donne envie de continuer là-dedans, quoi, tu vois. Ok, je comprends. Et donc, si je comprends bien, t'as pas eu de déclic particulier avec un moment particulier. C'est un apprentissage au fur et à mesure de ton enfance. Tu sentais que tu avais une prédisposition pour faire ça, et en voyant faire les autres, en avançant, t'as confirmé en fait ton intuition que c'était ce qu'il te fallait pour toi et que c'était Ouais. ta vocation. Ouais, c'est surtout et en partie à cause ou grâce à mon père qui m'a donné, m'a transmis un peu ce virus de la chirurgie, tu vois. D'accord. Et ça mettait pas un peu la pression aussi, du coup, parce que quand les parents font un truc et qu'on veut faire pareil, bon, il y a Ouais, et alors, ben, une pression, quoi. tu fais bien de dire ça parce que moi, j'ai toujours refusé de passer après papa, tu vois. C'est-à-dire que quand il allait prendre sa retraite, Oui. j'ai toujours dit, je veux pas prendre ta succession. Ah, ok, je Parce que je comprends. vais être le Pas fils travailler avec. d'eux, on va me comparer inéluctablement à toi, comment tu travaillais, comment moi je vais faire, etc. Donc toi, j'ai toujours été clair dans mes bottes là-dedans. J'ai fait mon truc de mon côté, papa il m'a aidé pour l'apprentissage, les connaissances, etc. Mais j'ai toujours dit, moi je vais faire mon truc de mon côté, je vais pas être comparé à toi. Parce que bon, c'était quand même un chirurgien qui avait une certaine aura, entre Ok. guillemets, tu vois. Oui, t'es Et reconnu je déjà. voulais pas cette comparaison père-fils, quoi. Oui, bah, je pense que tu as raison. Ça simplifie sans doute les Voilà. choses. Ok. Il y a des avantages et des inconvénients parce que bon, voilà. Oui, bah après, il t'a montré aussi la voie, donc c'est effectivement un Oui, avantage de pouvoir c'est avoir ça, quelqu'un qui te montre la voie et qui t'explique les choses. Ok, absolument. super. Juste pour terminer, du coup, sur l'enfance, tu nous as très bien expliqué, mais est-ce que tu avais des hobbies particuliers ou des activités? Est-ce que tu faisais de la musique, du sport particulier, des choses qui t'ont permis de développer certaines facultés qu'on va retrouver peut-être plus tard pour ton métier ou pour tes études? Alors, un truc qui va peut-être te surprendre, mais j'étais un gros geek. Je jouais Ok, beaucoup aux jeux vidéo. c'est bien. Et, et il y a eu des études qui ont prouvé justement que les chirurgiens qui faisaient beaucoup de jeux vidéo étaient beaucoup plus à l'aise et apprenaient beaucoup plus rapidement la célioscopie. Parce que c'est D'accord. de la chirurgie, tu sais, où on opère Oui, en oui. regardant un écran et on regarde pas, c'est vraiment de la 2D ou de la 3D ou même parfois 4K. Enfin, maintenant, on a plein de révolutions technologiques là-dessus. Oui, Et donc, ça a prouvé que les chirurgiens qui étaient des gros geeks avant, ils progressent beaucoup plus rapidement. Donc ça, d'accord. c'était l'avantage d'être un geek quand j'étais jeune. Et puis après, à côté, bah, je faisais beaucoup de musique, je faisais beaucoup de guitare. Donc D'accord. c'est pour la gestuelle, pour les La doigts, ça motricité, aide en fait, plutôt pas était mal. développée, quoi. Ouais, ok. Voilà. Et après, niveau sport, bah, moi, je pratique un peu de tout. Tu vois, franchement, j'ai fait de la natation, de la boxe, du karaté, du judo. J'ai fait vraiment plein de trucs. Et je suis D'accord. un gros sportif dans l'âme, quoi. D'accord, donc tu continues à faire ça aussi. Ouais, puis ça permet indirectement d'avoir une endurance physique et Ouais, mentale, parce que ouais. le métier de chirurgien, il faut être solide mentalement, tu vois, et puis il faut encaisser dans le temps. Et donc d'avoir comme ça une charge mentale que j'ai pu acquérir avec les arts martiaux, les choses comme ça, et le fait de faire beaucoup de sport, bah, ça m'a permis justement d'essayer d'avancer dans cette voie chirurgicale aussi à côté, quoi. Ouais, ok. J'imagine aussi que ça permet d'avoir une certaine discipline de vie aussi, et Ouais, du coup, pas faire trop de conneries, avoir un rythme, et des rites absolument. réguliers pour pouvoir être efficace au bout. Bah, t'es cadré, quoi, tu vois, tu fais des cases dans ta vie, t'as le boulot, t'as le pro, il faut savoir contrôler tes émotions, ton stress, enfin voilà, quoi, tu vois. Ok. Et donc, avançons jusqu'au bac. Donc, tu passes un bac, j'imagine, scientifique. Absolument. Et vas donc faire après ça des concours pour la première année de médecine, j'imagine. Ouais, alors Tu fais maintenant, tu vois, ça. ça a un peu changé. Alors, je t'avouerais que maintenant, je suis plus trop au goût du jour parce que moi, ça remonte un plus de 15 ans. Mais maintenant, tu sais, t'as des sélections d'entrée, t'as la passe, la LAS. Enfin, Ouais. nous, à l'époque, c'était plus simple. C'est ce que je dis en plus dans mon bouquin, tu vois. C'est qu'en gros, nous, c'était pas compliqué. Tu validais ton bac, Hmm. scientifique ou autre, peu importe. Tu t'inscrivais en fac de médecine, public ou privé, ce que tu voulais. Et après, là, tu passais ton concours d'entrée en première année de médecine. Ok. Donc, à mon époque, tu vois, on était peut-être, je sais pas, 3 ou 4 000 à passer le concours et il y avait à peu près 400 places de médecine.
Et donc, toi, à mon époque, c'était plus facile parce qu'en fait, en fonction de ta place, tu n'avais que trois choix, la médecine, l'orthodontie ou la sage-femme. Ok, Et donc, en fonction de ta place, tu pouvais avoir l'une des trois disciplines. Donc, ok. moi, j'ai passé le concours de première année. Donc, celui-là, je l'ai validé du premier coup. Ric-rac, parce que j'étais sur une liste, tu sais, stand-by pour la Ouais, médecine. je Il y vois. avait genre une dizaine de places en stand-by. Et j'ai eu de la chance parce que ça s'est écoulé. Donc, j'ai pu prendre médecine en première année. Et puis D'accord. après, tu pars dans le cursus de chirurgien. Alors après, je sais pas si tu veux qu'on détaille un peu le cursus pour être chirurgien maintenant ou plus tard, mais Juste peut-être, oui, quelques étapes qui t'ont marqué toi, et puis pour transmettre dans la logique de transmettre, c'est-à-dire que s'il y a des gens que ça intéresse dans nos auditeurs, et je le suppose, bah, ouais. expliquer effectivement ce que ça engage sur ta vie en général, les exigences que ça comporte, les compétences qu'il est bien quand même de travailler pour rentrer dans ces Ouais. cursus-là. Donc oui, je veux bien que tu développes un petit peu ça, peut-être dans les grandes lignes. Bah, en gros, tu as trois mots-clés pour devenir chirurgien, c'est travailler, travailler et travailler. T'as pas le choix. Là, hein. Parce qu'il faut bien te dire qu'une fois que tu as passé la première année de médecine, tu as l'impression que c'est bon, c'est fini. Mais alors, pas du tout. C'est là où les emmerdes vont commencer Ok. à prendre le pas. Parce que, en gros, pour être chirurgien, pour te la études. En tout, depuis la première année de médecine, une fois que tu as validé ta première année de médecine, tu fais. Alors, ça, je te parle encore à mon époque parce que ça a encore changé depuis. Tu vois, il y a encore eu des Ok. modifications, mais en tout cas, je te parle à mon époque. Après cette première année de médecine, tu avais 5 ans d'externat. Donc, ça, ce sont des années de médecine qui sont communes à tous. Alors, mis à part faire des grosses soirées avec tes potes et faire des grosses bitures, tu passes en gros dans tous les services hospitaliers qui t'intéressent Ok. pour te donner un axe large sur la médecine. Pneumologie, cardiologie, rhumato, neuro, bref, tu choisis les stages que tu as envie de faire et tu peux aussi passer en chirurgie pendant ces 5 ans. À la fin de ces 5 ans, tu passes le concours de l'internat. Donc là, c'est un concours qui est national pour le coup. Donc moi, à mon époque, on était à peu près 9000 à passer le concours. Et pour moi, en tout cas, pour devenir chirurgien viscéral à Lille, il y avait à peu près 15 places. Ok. La sélection, Chaud. 9000 candidats, 15 places pour être chirurgien à Lille. Parce qu'en gros, toi, si par exemple, j'avais pas ça, je pouvais éventuellement être chirurgien viscéral, mais ailleurs, dans une autre ville. Mais moi, je voulais rester absolument à Lille et faire cette discipline. Donc, toi, j'avais pas trop de plan B. Je comprends. C'était un peu le stress. Et toi, tu savais déjà depuis le PCEM, puisque tu le savais depuis l'enfance, que tu voulais faire absolument chirurgien viscéral. Il n'y avait pas d'autre option pour toi. Ah non, c'était Chirdige à Lille. Point. D'accord. Et alors, donc, étant donné le niveau de sélection, effectivement, est-ce que tu penses que ça s'est adapté? C'est-à-dire que c'est bien qu'il y ait une sélection aussi forte que ça? Est-ce que tu penses on pourrait prendre plus de chirurgiens viscérales en France? Est-ce que c'est adapté ou pas? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Bah, en viscéral, je pense que ça va. Après, tu vois, par exemple, en neurochirurgie ou en chirurgie plastique, etc., à mon époque, il y avait une seule place de neurochirurgien, peut-être deux places en chaire plastique. Donc, c'était ultra sélectif sur ces disciplines-là. Ok. En chirurgie viscérale, je pense que ça va. Après, tu vois, c'est une discipline ça dépend des années. Parfois, elle est rapidement prise ou pas, parce qu'en fait, ils se rendent compte que bah, le cursus après de l'internat en chirurgie viscérale, c'est fatigant, c'est crevant, ça demande énormément d'investissement en temps et en personnes. Et Ok. donc, il y en a qui rebroussent chemin, tu vois, ils font par exemple un semestre de viscéral, ils se disent, ouais, laisse tomber, c'est pas pour moi. Et ils partent dans une autre discipline. J'en ai connu qui sont partis faire de la radiologie, donc tu vois, rien à voir. Ok. Donc, il faut aussi connaître un peu ses limites et savoir ce qu'on veut précisément, quoi. Mais je pense qu'en termes de nombre, pour l'instant, ça va, en tout cas, pour la chirurgie viscérale, quoi. Ok. Et donc, bah, tu as réussi le concours. Ouais. Et donc, après, tu as une spécialité encore, j'imagine, sur cette thématique-là, quoi. Bah ouais, donc de ce fait, tu passes ton concours, t'attends ta place. Donc ça, c'est le moment où tu as la diarrhée chronique toute la journée, tu dis J'avoue putain, que je vais être en combien, tant que gna, gna, chirurgien gna. viscéral, c'est adapté. Voilà, c'était dans le thème. Et donc, tu as ta place. Alors, et encore, c'est pas parce que tu as ta place que tu es sûr que tu vas voir la chirurgie. Parce que moi, tu vois, je pense que j'étais arrivé genre 1700 sur 9000. Ok. Et donc, bah, tu sais pas ce que vont choisir les gens devant toi, Ah quoi. oui, oui, d'accord. C'est lié au choix des autres. Si t'es pas premier, eh ben voilà, tu sais qu'il y a des gens devant toi qui peuvent potentiellement prendre ce que tu as envie de faire. Ok. Donc moi ça va, j'étais large entre guillemets cette année-là pour le coup, ça n'a pas été pris très tôt, donc j'ai pu le prendre sans problème. Puis après, bah, tu pars pour 5 ans d'internat en chirurgie viscérale. Ok. C'est long. Là, enfin, c'est de la chirurgie, c'est un internat de chirurgie générale, c'est-à-dire que tu peux passer faire un peu de vasculaire, un peu d'urologie, un peu de traumato, et tu axes surtout après tes stages sur la chirurgie viscérale, celle que tu veux faire. C'est-à-dire on te laisse les 2 premières années la possibilité de passer dans plusieurs services différents pour être sûr de ton choix dans ta spécialité chirurgicale. Et après, au bout de ces 2 ans, tu dis, moi, je vais faire de la vasculaire, de l'uro, de la traumato, de l'ortho. Enfin, bref, tu choisis vraiment tes disciplines. Ok. Et après, tu termines ton internat de chirurgie viscérale, quoi. D'accord. Donc effectivement, parcours qui est long, qui demande a priori de la discipline quand même, et puis de la motivation pour savoir ce qu'on veut faire, quoi. Parce que sinon, Ouais, on arrête en cours de route, quoi, comme tu dis, et même jusqu'au bout, il y en a qui ouais. peuvent arrêter en cours de route. Il y en a qui sont arrêtés, ouais.
Ouais, ok. Donc, bah, écoute, félicitations, parce que ça veut dire que tu as dû être sacrément discipliné, effectivement, et motivé pour arriver jusqu'au bout. Et alors après, comment ça se passe quand tu termines ça? Tu commences tout de suite à travailler à l'hôpital à Lille ou tu... Bon, en gros, quand tu es interne, c'est là où tu apprends à devenir un peu chirurgien. Donc, c'est là où tu te formes intellectuellement à réfléchir sur la chirurgie et à te former techniquement. Donc, c'est là où tu commences à utiliser à la fois ton cerveau et tes mains. Donc, pendant 5 ans, tu te formes intellectuellement et manuellement. Donc, pour te donner un ordre d'idée, on pouvait tourner dans les 80-90 heures semaine, hein. Et ouais, Oui. parfois, moi, je me Ouais. suis déjà tapé 2 ou 3 nuits blanches dans les mêmes semaines. Enfin, toi, c'est pour te dire que moi, mon max, je pense qu'une fois, j'ai fait 110 heures sur une semaine avec 3 nuits blanches, hein. Oh Donc, pour te putain, dire que c'est parfois, chaud. ça peut être très intense. Mais tu arrives à continuer à être en bonne capacité pour travailler? Putain, c'est Alors, je te hyper vois que fort. parfois, on botte un peu en touche et on dit, les gars, moi, je vais dormir et puis prenez un peu le relais, tu vois. Mais en Et fait, tu as ouais. tellement cette passion du métier que tu as envie d'apprendre, t'as pas envie de louper des trucs, etc. Tu veux tout le temps être sur le qui-vive. Mais bon, il y a un moment, le corps a ses limites. Donc, on trouve le relais avec les collègues, etc. Ça pose pas de souci. Et puis, à la fin de ces 5 ans, tu passes ta thèse. Ok, Donc, en gros, pendant ces 5 ans, tu passes 2 gros diplômes. Tu passes un diplôme d'études spécialisées en chirurgie générale et après en chirurgie viscérale. Et à la fin, tu passes ta thèse. Et une fois que tu es thésé, bah là, tu commences à devenir. Alors, c'est une fausse appellation. On dit qu'on est chef de clinique, mais en fait, tu es le grade le moins élevé dans les statuts les plus élevés. C'est-à-dire qu'en gros, tu as une hiérarchie à l'hôpital. Tu as l'externe, l'interne, le chef de clinique, le praticien hospitalier, puis le professeur. Et donc, après, tu deviens chef de clinique et c'est là où tu commences vraiment à apprendre ton métier de chirurgien pour devenir autonome, quoi. ok, super. Et donc là, ça t'a fait ça à Lille, du coup, Ouais, j'ai tout fait à Lille. pendant combien de temps, du coup? Parce que j'ai compris, t'as bougé un petit peu après. Ouais, bah en fait, donc j'ai fait les 6 ans, 5 ans, donc j'ai fait les 11 ans à Lille. Donc mon externat, mon internat à Lille. Et puis après, mon clinicage, je l'ai fait en temps partagé entre l'hôpital, enfin à Lille, au CHRU, et l'hôpital d'Arras. Donc D'accord. ça, je l'ai fait pendant 2 ans. Et après, j'étais 1 an praticien hospitalier à l'hôpital d'Arras. Et après, j'ai quitté la sphère publique pour partir en sphère libérale. Donc c'est là où je me suis installé à la clinique Anne d'Artois à Béthune, quoi. D'accord. Et alors, à quel moment se situe, j'ai noté que tu avais effectivement donné des cours à des étudiants en médecine? Ah, c'était très tôt, ça. Ça, D'accord. c'était Avant? moi quand j'étais en troisième ou quatrième année de médecine. Je faisais des cours pour les deuxièmes années. D'accord. Ok. Donc C'est ça, quoi? c'était pas mal parce qu'en fait, j'étais prof, entre guillemets, dans le laboratoire d'anatomie. Donc en fait, c'était là où on faisait des dissections sur cadavres. Ok. Donc pendant 1 an, moi, j'ai encadré les deuxièmes années de médecine pour faire dissection sur cadavres. Donc, un truc ultra intéressant, même si c'était un peu glauque, je t'avouerais. Ouais, j'avoue, faut aimer ça aussi, là, mais ça doit être Ouais, passionnant. c'est une ambiance, une odeur particulière. Enfin, toi, je me souviens, il y avait une grande piscine de formol avec tous les cadavres entreposés, puis on allait avec un gros bras articulé chercher les cadavres, tu vois. Comme à la fête foraine, quand tu vas gagner ta pluche, tu vois. Ouais, t'as Même gagné. principe. Ah oui, j'avoue, il Donc, faut être. voilà. Et puis après, ouais, j'avais donné des cours de neuroanat aussi, pareil, au deuxième année de médecine, quand j'étais en quatrième année. Je faisais des cours, vraiment tout ce qui était anatomie du crâne et de la face. D'accord. Alors, je reviens juste sur ça, sur les cadavres, mais d'une façon générale, je trouve les médecins, je trouve qu'il y a un rapport au corps qui est quand même particulier. Je sais que Ouais, moi, j'étais pas du tout fait pour être médecin. Je le sentais depuis le début, j'avais pas la vocation, quoi. À l'inverse de toi, t'as ouais. la vocation, mais je vois bien que c'est pas pour moi et je comprends qu'il y ait des gens qui soient passionnés par ça, mais ça interroge quand même sur le rapport au corps et sur la façon dont vous mettez forcément un peu de distance entre la personne que tu soignes. En plus, en chirurgie viscérale, faut dire, tu vois des trucs un peu dégueux, quoi, j'imagine. Ah oui. Et donc, comment ça se passe? Tu vois le patient finalement comme un objet de travail et tu arrives à faire complètement la part des choses? Est-ce que tu as déjà réfléchi à ça? Est-ce que tu vois ce que je te pose comme question? Ouais, bon, ça, tu sais, moi, ça m'a traversé l'esprit 10 000 fois depuis ma carrière, mais en fait, ça, tu peux l'acquérir avec le temps. C'est-à-dire qu'au début, tu te rends compte, tu essayes d'avoir quand même un rapprochement avec ton patient, sauf que, en fait, c'est difficile dans le sens où tu as des patients qui peuvent mourir, tu vois. On opère quand même beaucoup de patients de cancer, il y a des patients qui peuvent mourir sur table opératoire, etc. Donc, il faut quand même, en fait, au fur et à mesure du temps, trouver cette distance avec ton patient pour pas être impliqué émotionnellement dedans. Sinon, tu rentres chez toi, tu dors plus, tu vois. Moi, j'ai connu des médecins qui travaillaient dans le SAMU ou des choses comme ça, qui faisaient les sorties SAMU, c'était beaucoup trop trash pour eux, et ils ont arrêté parce qu'ils avaient des flashbacks nocturnes, Ah bah, oui. des morts qu'ils voyaient, etc. Tu vois. Donc, faut savoir réussir à prendre cette distance. C'est pas pour autant qu'on considère les patients comme un objet de travail. Moi, je considère le patient comme un être humain à part entière. Je le prends en charge comme tel. J'ai toujours une forme d'empathie, d'humanité avec eux,
Mais effectivement, après, moi, quand j'opère, j'ai mon champ opératoire, j'ai plus l'être humain et je suis dans mon délire de j'opère, c'est de la technique pure et dure, quoi. Je comprends. Mais t'expliques cette contradiction-là dans une petite vidéo aussi que tu fais, je me rappelle, sur comment expliquer à un patient qu'il a un cancer, parce que tu n'apprends pas ça dans Ouais, tes études, tu dis. Et absolument. effectivement, du coup, il y a une espèce pas de contradiction, mais en tout cas d'ambivalence un peu compliquée entre le fait que, bah si, il faut avoir de l'humanité, être proche de la personne humaine, et en même temps avoir de la distance pour pas pouvoir pour pas s'en prendre trop l'autre dans la gueule, quoi, j'imagine. Ouais, c'est ça. Bah, c'est comme Gad Elmaleh, il a fait un sketch une fois où il dit mixed emotion. T'as vraiment les émotions qui se mixent entre elles et faut savoir les gérer au bon moment et avec la bonne personne et tu t'adaptes de manière constante à l'être humain que tu as en face de toi, tu vois. D'accord? Il y a des gens qui seront beaucoup plus réceptifs, ils auront pas peur que tu utilises le mot cancer et puis c'est tout. Eux, ils vont se dire c'est tout, on a un cancer, on y va, let's go. Puis à l'inverse, il y a des gens à qui tu vas dire cancer, ils vont s'effondrer de 10 étages et c'est perdu. La bataille, elle est déjà perdue. Donc il faut savoir Ça prend, quoi. voilà, toi, sentir un peu le feeling avec ton patient et savoir comment tu peux lui apporter ce diagnostic, si on parle du cancer, par exemple, tu vois. Ok, je comprends. Et donc ça m'amène à rebondir sur le fait que c'est quand même un métier qui doit être très stressant. Est-ce que tu as des exemples de pics de stress, des trucs qui sont les plus stressants pour toi ou qui sont les plus difficiles à gérer peut-être, sans voilà, peut-être rentrer dans les détails, mais des exemples de choses Ouais. qui toi te semblent le plus Voilà. compliqué à gérer, quoi. Aujourd'hui, tu vois, donc c'est toujours pareil, avec l'expérience, tu stresses de moins en moins. Oui, tant mieux. Ça, c'est une anecdote pour tout métier confondu. Oui. Mais au début, c'est surtout quand tu commences à opérer tout seul. C'est-à-dire que tu n'as plus le patron qui est là pour t'aider et que tu te dis ce que Pas de tu vas backup. faire, eh ben, ça va avoir un impact direct sur ton patient. Ok. Hein. Et donc c'est ça qui est stressant au début, c'est de plus être encadré, de se retrouver autonome. Ce qui est très stressant aussi, c'est de poser les indications chirurgicales. Quel patient tu dois opérer, quel patient tu ne dois pas opérer. Mhm. Que ça aussi, il faut savoir trouver le juste milieu. Et la gestion des urgences, parce que tu as des urgences qui peuvent être vitales à l'heure près des patients qui arrivent dans des états catastrophiques. Donc, tu as, toutes ces gestions à faire. Et puis, toi, à côté de ça, c'est un métier où pendant que tu opères, on peut être amené à t'appeler sur ton téléphone pour une urgence qui vient d'arriver Ah putain. pour des patients qui vont pas bien, pour des courriers de sortie à faire, parce que c'est pas fait pour une dame qui doit sortir. Donc en fait, tu dois gérer en même temps de l'administratif, en même temps que tu opères. Et donc, en fait, tu as tout le temps le cerveau non-stop et Ah, opératoire lui-même. ouais. Ok, je comprends. Sachant que l'administratif, quand même, on imagine que putain, t'as C'est pas fait 13 ans prenant. d'études pour remplir des putains de rapports, quoi. Donc, Ouais, mais le faut problème, le c'est que toi, il y a faut de l'évacuer. plus en plus de médico-légal, d'administratif, de procès, de plaintes et tout. Donc, en fait, on doit tout tracer, tout écrire. Donc, en fait, ça nous prend quasiment autant de temps à opérer que de faire toute cette sphère administrative. C'est pas Donc, c'est possible. pour ça que parfois, il y a le chirurgien, il peut avoir l'image du type qui va vite en consultation, qui parle pas, etc. Mais c'est parce qu'en fait, on est tellement débordé, bah, qu'on veut avancer et oublier qu'en face de toi, tu as quand même ton patient. Ok. Et Tu t'as pas des vois? outils qui t'aident quand même à On faire a en une sorte secrétaire. hein, ouais. En fait, quand tu es en clinique, tu es tout seul et tu as Ouais. une secrétaire. Que quand tu es à l'hôpital, eh ben, il y a cette hiérarchie hospitalière qui est là. Donc, quand tu es chef de clinique, tu as les internes, les externes qui sont là justement pour faire tout le travail un petit peu à côté que tu peux pas faire. Et c'est comme ça que tu apprends le métier progressivement. D'accord. Ok, très bien. J'avais noté aussi, est-ce que tu peux nous parler du club Ernie, du coup, qu'est-ce que c'est ça? J'ai cru Ah comprendre. ouais, le club Hernie. En Professionnel. fait, j'ai intégré. Alors, le club Hernie, en fait, ce sont des chirurgiens qui intègrent le club Hernie où en fait, on est spécialisé dans la chirurgie de paroi. Tout ce qui est hernie, éventration, etc. Pariétal, c'est ça, du coup. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que ce sont des chirurgiens. En fait, ça devient une surspécialisation maintenant. C'est ce qu'on appelle la chirurgie de paroi. Ça devient une surspécialisation dans la chirurgie viscérale. Et Ok. ce club hernie, ça nous permet en fait d'échanger sur des cas plus difficiles Mhm. et 2 fois par an de faire un gros congrès à la Maison de la Chimie à Paris pour justement exposer des cas difficiles et parler des nouvelles techniques, des nouvelles prothèses, etc., etc. Ça D'accord. nous permet de se mettre au goût du jour continuellement, quoi. Ok, super. Une sorte de formation continue pour être Absolument. toujours au top, quoi. Ok, Voilà. super. Et ben peut-être qu'on peut en profiter pour aller un peu plus loin. Donc toi, pour évoquer un petit peu tes spécialités, et on avait discuté un petit peu avant en se disant que peut-être qu'on allait parler de prévention et du cancer colorectal, qui est un de tes sujets. Ouais. Est-ce que tu peux en parler effectivement du point de vue de toi, tes interventions au niveau opératoire, qu'est-ce que tu traites, qu'est-ce que tu fais, et puis au niveau prévention, ça nous intéresse beaucoup sur cette chaîne aussi, savoir voilà si qu'est-ce que disent les études sur ces sujets-là, comment on peut effectivement prévenir ça, à quels âges il faut commencer à regarder ça, etc. Est-ce que tu peux nous parler de ça un Ouais, petit pas de problème. Alors en fait, toi, faut savoir que les chirurgiens digestifs, on fait pas tous la même spécialité en cancérologie. peu? Alors que Mhm. maintenant, on se spécialise organe par organe. Donc par exemple, tout ce qui est chirurgie du foie, du pancréas, ça, nous, on le fait pas en clinique parce que ce sont des chirurgies qui sont trop complexes et dangereuses. Et on doit avoir de la réanimation derrière pour la patiente, on n'en a pas forcément. Donc moi, quand j'ai quitté l'hôpital, ça, je ne pouvais plus en faire.
D'accord. parce que techniquement, on n'avait pas forcément le matos. Et puis derrière, pour la gestion des patients, c'était trop dangereux. Donc hop, ça j'ai viré et je me suis centré sur la chirurgie du côlon, du rectum. Donc pour le cancer et pour tout ce qui est maladie de Crohn, rectocolite hémorragique, ce qu'on appelle les MICI, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Et donc cette chirurgie du cancer colorectal, c'est celle qui m'a le plus passionné. Donc c'est pour ça que je suis parti en tout cas là-dedans. Ok. En fait, ce que j'essaie de faire comprendre, enfin maintenant on en a plus parce qu'effectivement, ce qu'on disait, c'est qu'on les dépiste beaucoup plus tôt, Ok. d'accord? Ça, on peut parler éventuellement du test du dépistage rapidement, ce qu'on appelle le Ouais, test avec plaisir. hémoculte. Le test hémoculte, en gros, c'est pas compliqué. C'est un test qui est envoyé à partir de 50 ans pour D'accord. des gens qui n'ont pas de facteur de risque particulier. Pour les hommes et C'est-à-dire, les femmes, pareil, même âge? c'est 50 ans, hommes-femmes, pareil, sauf si tu as des facteurs de risque notables de développer des cancers plus tôt que prévu. Tu vois, D'accord. ceux qui ont une maladie de Crohn, une RCH, ceux qui ont ce qu'on appelle le HNPCC ou le syndrome de Lynch, ils ont des prédispositions génétiques à développer des cancers par rapport à une population générale. Donc le test hémoculte, il est réservé qu'aux patients qui n'ont pas de facteur de risque particulier. D'accord. Les antécédents familiaux aussi sont un facteur de risque? Antécédents familiaux chez des apparentés du premier degré avant 50 ans, c'est-à-dire que si papa ou maman a eu un cancer du côlon avant 50 ans, ou si tu as un frère ou une sœur qui a développé un cancer du côlon antigène, tu es Ok. plus à risque. Donc là, on va te dire, ça sert à rien que tu fasses le test, va voir un gastroentérologue tout de suite, et il te fera éventuellement une coloscopie. Et à D'accord. l'inverse, chez le médecin traitant ou en pharmacie, par exemple, ce test hémoculte à partir de 50 ans. Le but, c'est simplement de faire caca dans un petit parachute. Donc, c'est pas compliqué. Tu mets en dessous de ta cuvette des toilettes un petit parachute pour réceptionner une selle. Tu Ok. prends un coton-tige, tu touilles dedans. Donc, tu Ok. mets pas mal de crottes sur ton coton-tige, tu mets dans le tube à essai et après, tu l'envoies au laboratoire. Et Ok. en fait, le labo, ils vont regarder ça au microscope. Et ils vont te dire, est-ce qu'il y a du sang ou pas dans tes selles? Si D'accord. le test il est négatif, tu le refais tous les 2 ans jusqu'à 74 ans. D'accord. S'il est positif, il faut aller voir un gastroentérologue pour faire une coloscopie. Ok. Et alors, pourquoi on détecte du coup le sang dans les selles? Parce que c'est lié du coup au cancer colorectal et tu peux m'expliquer pourquoi? Alors, c'est pas forcément lié au cancer colorectal. Tu peux avoir D'accord. ce qu'on appelle des faux positifs, c'est-à-dire que tu peux avoir Ok. du sang dans les selles. Par exemple, imagine à Des ce moment-là, tu hémorroïdes. as fait caca, mais tu avais des hémorroïdes qui saignaient, et ben Ok. tu peux avoir du sang dans les selles sans forcément que ça soit un cancer. Ok. Mais à partir du moment où il est positif, vaut mieux aller faire une coloscopie pour dire au final c'est que des hémorroïdes que de passer à côté de quelque chose. Et c'est ce quelque chose qu'on va chercher en coloscopie. C'est soit la présence de polypes. Donc D'accord. les polypes, c'est le début du cancer, c'est-à-dire que c'est pas encore un cancer, c'est une excroissance de la muqueuse du côlon. En fait, il y a des cellules qui se développent de manière un petit peu anormale. Pourquoi, on n'en sait rien, c'est entre guillemets pas de bol, elles ont décidé de faire ça, puis c'est tout. Et puis ce polype-là, il va pouvoir être vu en coloscopie et retiré par le gastro-entérologue, la plupart du temps quand il est petit. Et Mhm. donc ça va te protéger d'un éventuel cancer parce que c'est ce polype-là qui se transforme en cancer plus tard. Ok. Ou à l'inverse, bah, tu peux trouver un cancer d'emblée. Et donc, c'est là où, par exemple, le gastro peut pas retirer le cancer en endoscopie et il va nous envoyer le patient pour qu'on D'accord. opère, nous, en tant que chirurgien viscéral. Ok. Et donc je renverrai à tes vidéos parce que j'ai vu que tu avais une vidéo super sur les polypes, Ouais, justement, comment les enlever. Enfin, c'était j'en super. ai fait pas mal dessus, ouais. On va parler de ça après parce que j'ai vraiment envie qu'on consacre un petit moment juste sur tes vidéos qui sont quand même extraordinaires. Je renverrai le public dessus. Non, mais super cool. C'est gentil. Ok. Et juste pour terminer sur le cancer colorectal. Donc, du coup, ok. Est-ce que tu peux nous parler un peu de chiffres? C'est-à-dire, combien de personnes ça touche en France? Est-ce que la prévention est efficace? Est-ce qu'on a des études là-dessus? Est-ce qu'on a un peu de recul? Jusqu'à quel stade tu peux intervenir? Et toi, est-ce que tu peux développer un Bah, petit en fait, ce qu'il peu là? faut, ouais, c'est un cancer fréquent, c'est le troisième cancer en termes de D'accord. fréquence. Et c'est le premier en termes de mortalité pour les cancers digestifs. Tu vois, D'accord. donc c'est quand même celui qui tue le plus, mais parce qu'il est fréquent. Et en fait, quand on le dépiste à un stade précoce, eh ben, on a 90% de chances de sauver les patients. C'est-à-dire qu'on a quasiment 9 patients sur 10 qui sont sauvés juste avec une chirurgie pour un cancer débutant. Et Ok. donc, c'est pour ça qu'on essaye de faire cette promotion de ce test de dépistage Hmm. pour éviter de se retrouver dans des situations où il y a des cancers dépassés pour des patients qui arrivent avec des cancers déjà trop gros ou avec des métastases qui sont déjà partis et Ok. c'est entre guillemets trop tard pour pouvoir les opérer. Donc, clairement, Donc, en ça a du termes sens de, préventif. voilà, donc c'est vraiment le plus important, comme tout cancer, hein, c'est de les dépister à un stade précoce pour Ok. qu'on puisse être maximaliste sur son traitement d'emblée, quoi, tu vois. D'accord. Et après, c'est-à-dire, il y a différents stades, j'imagine, une fois qu'il est détecté. Est-ce que il y a des, voilà, est-ce que l'espérance de vie est très faible une fois que le cancer est avancé? Est-ce que t'as un peu une Voilà. Là, estimation ça là-dessus? dépend. Là, ça dépend vraiment des stades, mais en gros, c'est toujours pareil, c'est soit un stade débutant, intermédiaire ou déjà avancé, pour te la faire courte. Donc, Mhm. soit tu as un cancer qui est petit dans le côlon, soit tu as un cancer qui est déjà assez gros, qui se développe dans le côlon, mais qui prend déjà beaucoup de couches sur D'accord. l'épaisseur du côlon. Et Ok. après, tu as le dernier cancer dépassé, avancé, en tout cas qui est métastatique. Alors, c'est pas parce que ton cancer du côlon a des métastases dans le foie que on pourra rien faire pour toi. Maintenant, on opère
de manière concomitante les cancers du côlon avec les métastases hépatiques quand on peut le faire. C'est-à-dire qu'on peut à la fois retirer les métastases dans le foie, D'accord. le cancer du côlon, sous couverture d'une chimiothérapie, etc., etc., en fonction de comment répond le cancer à la chimio et tout. Et donc maintenant, on opère même de plus en plus des patients avec des métastases hépatiques et un cancer du côlon en même temps. Donc, tu vois, là-dessus, on progresse quand même énormément. Ok, super. Très très bien. Bah écoute, super. Là-dessus, si tu as quelque chose à ajouter, tu peux. Sinon, moi, je parlerai bien un petit peu des vidéos que tu fais, du contenu éducatif. Ouais, c'est ce que j'ai juste. Le dernier truc, c'est qu'en fait, avant, quand on se disait, putain, j'ai un cancer avec des métastases, je suis niqué, je suis plié, on peut plus rien faire pour moi. Ouais. Non, il faut plus rester sur cette mentalité où on se dit, il y a des méta, on peut plus rien faire. Avant, c'était t'as des méta, on te met une chimiothérapie palliative, c'est fini. Maintenant, non, on fait une chimiothérapie pour éventuellement pouvoir t'opérer et, alors, pas forcément te guérir, mais au moins largement augmenter ton espérance de vie. Et là-dessus, on a beaucoup gagné, tu vois. Donc, si je conclus, prévention très importante, effectivement. Et puis, de plus en plus de possibilités existent. Et donc, voilà, ça avance, quoi. Ça Ah, avance. ça avance aussi bien sur les techniques chirurgicales que sur la chimiothérapie, l'immunothérapie. On est vraiment beaucoup plus efficace là-dessus, quoi. Ok, et ben super. Super, super. Oui, je boue effectivement de parler de tes vidéos parce que moi je t'ai découvert comme ça. Hein, Ouais. on se connaît pas du tout, mais j'ai vu sur LinkedIn, je crois, des vidéos de toi qui passaient. Et je trouve que tu as trouvé un format qui est super, en tout cas moi qui me parle. Moi je suis pas du tout profession médicale et donc ça s'adresse, si j'ai bien compris, au grand public. Et donc non seulement je trouve que le format est bon, c'est-à-dire que ça dure à peu près 1 minute tes vidéos, voilà, entre 1 et 2 minutes peut-être, avec un sujet très précis et avec de l'infographie de très bonne qualité. D'ailleurs, il va falloir que tu nous expliques aussi ce que c'est. Souvent avec des contenus en 3 dimensions et toi, tu as ta petite tête devant et tu parles. Je mettrai des Voilà. exemples aussi dans la description du podcast. Et voilà, tu prends un cas. Donc, je cite juste quelques noms de tes vidéos et pour que les gens comprennent, par exemple, comment fonctionnent nos poumons, comment se fabrique l'urine, les exosquelettes pour les chirurgiens. Très intéressant. Ouais. Interprétation d'une radiographie du thorax. Pourquoi nos proutes sentent mauvais? Parce qu'il y a pas mal d'humour aussi dans tes vidéos. Et Ah, il en faut quand même, hein. ouais, mais je trouve que c'est cool justement. Le ton que tu as trouvé est très très bon et donc c'est super. Tu parles aussi de Helicobacter pylori, les fibromes de l'utérus, etc., etc. Et donc chaque fois sur un petit sujet. Et donc j'aimerais bien effectivement que tu nous parles de ça. Déjà, comment tu as initié ça? Sur quelle a été l'envie initiale et la motivation de transmettre, j'imagine. Et puis les outils que tu utilises pour faire ça, ce qui fait la 3D derrière, etc. Est-ce que c'est des outils métiers que vous avez? Ça m'intéresse beaucoup. Ouais. Bon, en fait, je suis parti dedans parce que moi, quand je me suis installé en clinique, c'était en pleine période Covid. Donc, en fait, je me suis foutu en clinique en Covid, donc on avait quand même une activité réduite, donc pas beaucoup de travail. Et deux, en clinique, t'as pas d'interne, donc j'avais plus personne à former. Ok. Donc, je commençais à rentrer dans une phase de dépression majeure. Un chirurgien qui n'opère pas et qui n'enseigne pas, il devient fou dans sa tête. Bah Et ouais. c'est ma femme qui a remarqué un peu ces signaux d'alerte. Elle m'a dit, Alex, je sens que ça va pas. T'es quelqu'un qui adore, parce qu'en fait, moi, je lui faisais, ma femme est pharmacienne, tu vois, et je lui fais réaliser tout le temps ses cours, etc. Et à chaque fois, elle me dit, mais t'expliques trop bien, toi, tu m'expliques un truc, je le retiens, etc. Elle me dit, bah, essaye de faire des vidéos sur les réseaux, t'as la chat, t'aimes bien Yes. expliquer, t'aimes bien parler, essaye. Donc En c'est fait, grâce à elle. je lui dis, non, tu vois, c'est ça le truc. Mais moi, je lui dis, vas-y, ça me fait chier, ça va pas marcher. Qu'est-ce qui voudrait écouter un chirurgien sur les réseaux? Ça n'existe pas. Les réseaux, c'est fait pour les jeunes, ils parlent de tout n'importe quoi, mais pas de médecine. Enfin, tu vois, Hmm. j'étais vraiment parti en mode, Ok. bon, ouais. Et en fait, je me suis lancé dedans. Alors, toi, la création des vidéos, j'ai complètement changé. Au début, je faisais ça, puis après, je faisais ça, puis je faisais ça. Toi, c'est évolutif dans le temps. Ouais. Et au fur et à mesure du temps, j'ai trouvé le format. Alors, c'est sûr que en fait, ça a vite marché. Parce que, bah voilà, c'est ce que tu disais, c'est que j'explique facilement, c'est accessible à des gens qui n'y connaissent rien. Et Hmm. c'est souvent le retour que j'ai, justement, moi, des gens qui me suivent. C'est de dire, bah voilà, t'expliques facile, tu démystifies des situations qui peuvent être anxiogènes parce que tu as un ton qui fait que, bah, on a envie de t'écouter. Il y a Hmm. des questions auxquelles tu réponds et auxquelles on veut pas forcément poser ces questions-là parce que est-ce que c'est tabou, est-ce qu'on en a peur, etc. Voilà. Et donc, c'est un peu ça qui fait que je pense que ça a marché. Et puis en fait, au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte que le format, effectivement, où je trouvais des vidéos, parce qu'en fait, la plupart du temps, en fait, je cherche tout le temps, moi, sur Internet, que ce soit sur Insta, TikTok, Facebook, LinkedIn, j'essaie tout le temps de chercher des trucs qui pourraient m'inspirer pour faire des vidéos, tu vois. Et Ok. donc, quand il y a des trucs qui sont sympas, notamment les supports 3D, etc., qui sont faits, en fait, sur des plateformes, qui font que ça, et ben, je me suis dit, bah, tiens, je vais utiliser cette là pour montrer un peu entre deux à quoi ça ressemble. Et puis après, je vais faire des petites photos avec des schémas, parce que des schémas, souvent, les gens, ils aiment bien. Puis après, j'explique un peu de manière générale. Et de toute façon, je me suis toujours dit 1 à 2 minutes max par vidéo pour pas que ce soit trop long, tu vois. Ouais, le format est super. Mais par contre, ça Voilà. prend beaucoup plus de temps, j'imagine, à préparer. Effectivement, avec la recherche à la fois de contenu et de tout ce Ouais, que tu vas dire, on sent que tu enregistres et puis tu enregistres phrase par phrase. C'est bien découpé, c'est très clair. On sent que tu réfléchis à ce que tu vas dire. T'es pas en train d'improviser 1 minute non plus complètement. voilà. Hmm. Et tu peux expliquer un peu comment tu le prépares, effectivement? Ouais, alors en fait, moi souvent, bah, t'imagines bien que j'ai le taf de chirurgien, j'ai mes enfants à la Ouais. maison, j'ai mon bouquin, je dois Ça faire prend les du temps vidéos. aussi. Ouais. Bon, bref, il faut trouver un peu le temps pour faire ces trucs-là. Et en fait, souvent, je m'accorde une fois par semaine, 2 ou 3 heures,
où je fais plein de vidéos, tu Ok. vois. Comme ça, je me fais plein de brouillons et je sais que, toi, j'ai 10 ou 15 brouillons en stand-by et je peux en mettre un par jour ou un tous les 2 jours. Et effectivement, je fais comment? Je cherche déjà un sujet et en fait, le sujet, au fur et à mesure du temps, c'est les gens qui me suivent, qui me posent des questions et je me dis, ah ouais, ça c'est intéressant, je vais faire une vidéo là-dessus. Ok. Et donc, au début, bon, c'est moi qui trouve les idées, etc. Puis plus j'avance, plus j'essaie de faire des vidéos en réponse aux questions des gens qui me proposent ces sujets-là, tu vois. Et en fait, le domaine de la santé, c'est infini. C'est-à-dire que un même sujet, je peux le traiter de manière différente 15 fois, Bien sûr. mais je l'exprime d'une manière différente. Alors oui, ça Donc, dépend c'est ça qui est technique. intéressant, tu vois. Tout à fait. Alors moi, ça me ramène aussi au sujet que ça fait très longtemps que j'ai beaucoup de gens qui sont dans le milieu médical aussi dans ma famille et le corps est un sujet qui est passionnant en fait. Le corps d'une façon Ouais. générale, ça implique des milliers de sujets, des millions de sujets, mais je trouve qu'à l'école, on nous parle peu du corps. Alors un petit peu en biologie, on voit différents organes, etc. Mais on nous avait pas montré, alors les technologies ont évolué, mais d'animation 3D de tel aspect ou telle fonctionnalité du corps. Moi, je pense que ça pourrait intéresser beaucoup de gens et donc je suis pas du tout étonné que ta chaîne marche parce que je pense qu'il y a plein de gens qui sont passionnés par le corps, c'est eux quand même, quoi. Tu vois, c'est quelque chose C'est ça. qui nous appartient. L'intérêt de mon compte, c'est que ça touche tout le monde. C'est-à-dire que c'est Oui, pas une universel. niche particulière. Toi, c'est pas le football, c'est pas la danse, le sport. C'est ton corps à toi. Et en fait, une vidéo va forcément toucher quelqu'un une fois dans sa vie. Parce que tu vas forcément avoir ce problème-là dans ta vie une fois ou l'autre. Et effectivement, c'est ce que tu dis, c'est juste parce qu'il y a un nombre de personnes qui me disent, par exemple, des infirmières qui me disent, eh ben, si j'avais vu vos vidéos avant, si on avait eu tous ces outils qui existaient avant, ça aurait été beaucoup plus facile d'apprendre comme ça. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et C'est même utile. d'avoir ces représentations 3D magnifiques, et où tu vois, tu tournes autour du corps, tu vois chaque truc, c'est magnifique. Moi, avant, c'était des bouquins, tu tapais toutes tes pages, là, tu Ouais, bouffais des puis trucs d'images. la visualisation 3D change beaucoup de choses quand même. Ça permet de Ouais, comprendre beaucoup de choses. complètement. Et donc, oui, c'est utilisé du coup par des infirmières, d'autres gens qui utilisent ça comme Ah bah, contenu ouais, éthique laisse tomber auprès de leurs patients. l'IFSI, les écoles des infirmières, etc. T'imagines pas le nombre de messages que je reçois. Mais on attend votre vidéo avec impatience, on les enregistre toutes, on les réutilise pour nos cours. Oui, Moi, c'est une base de données j'ai même des extraordinaire. mamans qui les montrent à ses enfants pour me dire, bah voilà, regarde comment ça marche ton corps. Moi, Donc, je tu vais les vois. montrer à mes enfants, bien sûr, absolument. Tu vois. C'est une base d'apprentissage super. Ouais, alors il y a des trucs pour les adultes, entre guillemets, quand c'est des trucs un petit peu plus Oui, trash. oui. Voilà, et après je fais des trucs aussi, enfin trash. Ouais, je fais Si, toujours les avec la gros colons, classe. ils sont torsionnés là, j'ai regardé, c'est Voilà. terrible, terrible, quoi. D'ailleurs, j'en ai opéré un hier. Je prépare peut-être une vidéo dessus, mais je vais voir comment je peux le faire pour pas que ça soit trop. Mais en gros, hier, j'ai opéré une dame qui a tordu son côlon et il était aussi gros qu'un ballon de baudruche gonflé complètement, tu vois. Il était prêt à exploser dans son ventre. Ouais, Et ça, je l'ai opéré hier. C'est un truc, j'ai dû le faire 2 fois dans ma vie. C'est des trucs quand même assez exceptionnels. Mais bon, ça, je vais essayer de le présenter, mais pour pas que ce soit trop trash. Mais ouais. j'essaie, voilà, essayer de toujours trouver ce juste milieu pour que si jamais il y a des jeunes qui swipent et qui tombent au hasard dessus, qu'ils soient pas non plus, c'est quoi ce Oui. truc dégueulasse, tu vois. Je me suis demandé aussi comment ça se fait que c'est pas censuré par Au début, j'étais beaucoup censuré parce qu'en fait, je ne connaissais pas les règles, enfin les règles, mais en tout cas les limites sur les réseaux. Je Et en comprends. fait, je me suis rendu compte que comme c'était géré par des algorithmes et donc des IA, dès qu'il y a un truc qui ressemble à du sang, dès qu'il y Oui, a un truc qui ressemble à une mutilation corporelle ou quoi, paf, t'es censuré d'emblée. Et je donc c'est comprends. pour ça qu'au fur et à mesure du temps, j'ai changé ma manière de faire les vidéos. Il y en a une aussi où tu sors des gros calculs, peut-être d'une vésicule Ouais, biliaire, je me rappelle plus, qui est, c'est pareil. ouais. Tu te dis, mais comment le corps peut avoir des trucs comme ça en lui et gérer ça sans, toi, enfin, Ouais, le mec ça il se est mort, porte quoi. tout, c'est toujours les vidéos qui font des millions de vues sur les calculs dans les vésicules biliaires. C'est Parce que les gens impressionnant. se disent, ah, je peux avoir ça dans le bide. Et ils se disent, mais c'est pas possible. Et moi, je dis toujours la même chose, c'est une vésicule biliaire, c'est une huître perlière. C'est-à-dire Ok. que tu sais pas ce qui va en sortir. Et même moi, toi, quand je les ouvre à la fin d'un bloc, je suis toujours émerveillé de voir ce qu'on peut retrouver à l'intérieur, quoi, tu vois. Oui, c'est merveilleux. Je me suis demandé d'ailleurs si ces cailloux-là avaient pas des propriétés particulières, parce qu'ils étaient comme une huître perlière. Tu te dis, mais c'est vrai, si tu les Ouais. polis, etc., ça fait un bijou peut-être. Non, mais c'est ça, mais il y en a plein qui me disent, mais vous devriez les vendre, ce sera encore plus cher que des diamants, c'est encore plus rare, etc. Et donc moi, je les donne toujours à mes patients, tu sais, j'en lave 2 ou 3, je les mets dans un petit pot urine et puis je leur donne, comme Oui, ça, c'est ça bien, leur, t'as raison. ça leur fait des petits souvenirs. Et des vertus, écoute, je sais pas. On va peut-être se Ok. poser la question, comme les pierres qu'on peut se mettre en bracelet autour du poignet, là, Je sais pas. faut voir. Et effectivement, t'en parlais tout à l'heure, comment t'arrives à gérer du coup l'équilibre entre ta vie familiale, tu m'avais dit que t'avais un ou deux enfants en bas âge, je Deux sais enfants, ouais. pas. Ouais. Et effectivement, ton rôle de père, ton rôle d'éducateur vidéo, chirurgien, là, t'arrives à t'en sortir parce que ça fait beaucoup de choses en même temps quand même. Ouais, en fait, tout ce côté-là, vidéo, bouquin, j'essaie de le faire quand je suis au cabinet. Tu vois? Comme ça, après, moi, quand je rentre à la maison, j'oublie tout ça. Je suis avec les enfants, je suis avec ma femme, je fais mon sport, je fais mes trucs, etc. Et Et- je fais rarement beaucoup de trucs à la maison. Sauf quand c'est une journée où je travaille pas, les enfants sont pas là, j'en profite aussi pour faire des trucs, tu vois. Ok, donc t'arrives à Et là, compartimenter. j'arrive à ma limite je peux plus trop caser beaucoup de trucs, quoi, tu vois. Bah, en tout cas, t'as pris le temps de faire un podcast avec nous, je te Ouais, remercie. voilà, j'avais un petit créneau, mais je pense que c'est surtout quand j'aurai fini d'écrire mon livre.
où là, je vais avoir un peu plus de l'aise, quoi, tu vois. D'accord. Et est-ce que tu peux nous parler peut-être, pour avancer encore un peu, du futur de ta discipline, et les choses qui évoluent, et que ce soit en termes techniques, en termes de visualisation, de diagnostic? Est-ce que on peut aborder maintenant un peu ces sujets-là, ou de tests? Je sais pas si c'est des Ouais, choses ouais, qui bon, pensent. voilà, c'est sans fin, ça, hein. Eh ben, allons-y, parfait. Ça ne cesse d'évoluer. Bah, déjà, tu parlais des exosquelettes. On peut faire un break vite fait sur Oui, les super, ça. exosquelettes. J'ai vu la vidéo, Donc ça, c'est top. c'est extraordinaire, tu vois. Parce que c'est ce que je dis, c'est que nous, franchement, on est sujet à avoir tout le temps mal dans le bas du dos, à avoir des lumbagos, des troubles musculo-squelettiques, etc. Parce qu'on opère dans des mauvaises positions, ce que j'explique dans la vidéo. Et Oui, en fait, l'avantage de ces exosquelettes, aussi bien pour les membres inférieurs que pour les membres supérieurs, c'est que ça permet de nous soulager de ces mauvaises positions, de ces mauvaises postures qu'on a au quotidien. Donc pour nous, ça, c'est canon aussi bien pour les chirurgiens que pour les infirmières qui nous aident, parce que les oui. infirmières qui nous aident au bloc, elles sont pas bien non plus. Bah, Donc toi, plein de ça te questions médicales, en fait, parce que je non mais connais voilà, un proche dentiste qui est en mal au dos tout le temps non, mais aussi. voilà, après, pourquoi pas même pour les gars dans le BTP, ou enfin, peu Ouais, tout à fait, importe, tout à fait. ça peut être pour tout. Alors bon, ça aura le coût, bien entendu, comme tous les exosquelettes, ça vaut cher, Ouais. mais après, on verra par la suite ce que ça peut faire. T'en as testé du coup? J'ai pas encore eu l'occasion d'en tester. Ok. J'attends de voir si un jour on vient me chercher pour en essayer. Donc, Ah, on si... viendra. Et il y aura une vidéo, j'imagine, dessus après. Ah voilà, peut-être, hein, si quelqu'un entend et qui fait des exosquelettes, je suis open pour les On essayer. va diffuser. Voilà. Et puis après, bah, tu as la chirurgie robotique, hein, la D'accord. chirurgie robot assistée, où là, pour le coup, c'est confort pour nous parce qu'on est assis et on pilote un robot qui est au-dessus du patient. D'accord. Donc ça, c'est un Améliore aussi la confort. précision, ou c'est que le confort postural Hein, qui est amélioré t'as pour la vous? gestuelle, tu as la précision, tu as la vision. Ok. Donc tu as un avantage chirurgien et un avantage patient. Ok. Donc ça, c'est le futur, absolument. C'est-à-dire que Ouais, les machines coûtent très très cher encore, mais c'est un truc que si tu peux le généraliser, il n'y a que des bénéfices, quoi. ouais, il y a beaucoup de bénéfices, ça coûte cher. Et après, il faut faire attention parce que c'est ce que je te disais, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont opérés par un robot, alors que non, c'est le Ah oui, chirurgien qui pilote le robot. bien sûr, D'accord? c'est une C'est pas un interface. robot. Parce que beaucoup font l'amalgame en se disant, mais j'ai pas envie d'être opéré par un robot. Et imaginons, mais non, en fait, le robot, c'est nous qui le pilotons. Tout à fait. Et lui, il fait rien, il répond simplement à nos ordres, hein. Ouais, tout à fait, c'est Alors, un bien outil. entendu, comme toute technologie, ça peut avoir un bug, mais on est juste à côté du patient. Donc, s'il y a le moindre souci, on peut s'habiller et puis venir gérer s'il y a un problème, quoi. Tout à fait. Alors j'ai vu par contre qu'ils pouvaient faire aussi des opérations à très grande distance. J'ai vu un exemple, là, je sais plus, je crois que c'était en France, entre le Japon et la France, je suis plus sûr. C'était Rome et Chine. Rome et Chine, d'accord. Et Voilà. donc, par contre, ça, c'est vrai que ça peut arriver aussi. Ça a beaucoup de sens. Même si tu plus physiquement à côté du patient, par contre, tu peux convoquer le meilleur spécialiste au monde sur tel sujet pour opérer un truc Voilà. compliqué. Donc ça a beaucoup de sens aussi, il me Donc semble. ça, c'est top parce que toi, par exemple, en l'occurrence, j'avais fait une vidéo dessus. C'était un chirurgien qui était basé à Rome et qui opérait un patient qui était en Chine. D'accord? De mémoire, je pense que c'était une chirurgie pour une prostate, mais qui était compliquée. Et donc, D'accord. ce chirurgien, c'était un chirurgien expert dans ce domaine. Et donc, au lieu de se déplacer jusque là-bas, eh bien, il pouvait prodiguer les soins à ce patient en étant, entre guillemets, chez lui, enfin, chez lui, dans son pays. Oui. Mais bien entendu, à côté du patient qui se faisait opérer, il y avait toute une équipe de chirurgiens qui était là, au cas où, bien entendu. Il y avait 8000 kilomètres de distance entre le chirurgien et le patient. Et bah, le geste du chirurgien, il y avait un ping de, je sais plus, 0,001 seconde. C'était très, très court. Ouais. Alors, tu te dis toujours, mais s'il y a un bug Wi-Fi, s'il y a un bug 4G, enfin, tout le Ah, délire réseau. j'imagine la techno est costaude pour le coup, là. Mais ouais, tu vois, faut que ça soit solide. Ouais. Et ça s'est très bien passé de A à Z. Mais encore une fois, s'il y a un bug, l'équipe de chirurgie sur place est habillée à côté du patient au cas où. Ouais, Et je puis comprends. voilà. Prends le relais au Mais cas c'est où. les nouvelles avancées qu'on peut effectivement proposer quoi, maintenant. Super. Et pour rebondir sur le fait qu'effectivement, ça reste pour l'instant le robot un outil qui est entre le praticien et le patient, et seulement un outil, donc avec ses points positifs et négatifs. J'ai vu tout de même, je sais pas si c'est complètement autonome, des machines, je crois que c'était aussi dans un pays asiatique, qui font la prise de sang pour les patients de façon, Oui. pour le coup, semi-automatique, voire complètement automatisée. Le patient met son bras dedans, tu as dû voir ça aussi. Et, Oui. j'imagine qu'il y a une espèce de scanner qui vient voir à l'endroit où il piquait, et puis voilà, Bah, ça. c'est ça, j'avais sorti une fois une vidéo dessus où c'était des scanners en fait qui traçaient en vert fluo l'hémoglobine. Tu Ouais, avais un capteur dans l'hémoglobine qui était mis en vert fluo. Donc en fait, comme ça, tu voyais le réseau veineux, par ouais, exemple, d'un bras. c'est Et incroyable donc ça. effectivement, c'est sur ce principe-là où tu cales ton bras dans cette machine. Elle Ouais. va scanner ton bras avec ses couleurs de veine et y insérer l'aiguille. D'accord. Et donc là, pour le coup, c'est complètement autonome. Il n'y a pas de Ouais, praticien qui... alors après, bon, ça c'est entre guillemets juste une prise de Oui, sang. c'est simple. Donc voilà, c'est pas quelque chose. Alors bon, il n'y a pas de Même on peut petit test. imaginer une opération des viscères plus tard qui soit complètement autonome. Ouais, mais alors C'est très génial. c'est là où ça fait un peu plus peur parce que effectivement un robot pourra bien faire un geste à un moment, mais tu as toujours l'imprévu, les variables non maîtrisables.
que le robot peut pas forcément réussir à gérer et que tu as toujours le troisième sens du chirurgien qui est là justement pour pouvoir gérer et anticiper des trucs au long terme, moyen terme, le bénéfice, le risque pour le patient. Enfin voilà, Tu ça penses que c'est c'est des plus trucs complexe qui qu'une, tu penses que c'est plus complexe qu'une c'est voiture pas autonome, par exemple? impossible. Qu'une C'est voiture pas autonome, impossible. T'as finalement, plein de bon, elle va films. toute seule. T'as plein de films qui mettent en avant des robots qui font tout seul. Donc l'être humain, c'est imaginé. Donc why not plus tard. Mais pour l'instant, aujourd'hui, je pense que c'est pas encore le bon Ouais, vous timing. avez de la marge. Ouais, on a encore de la marge. Et donc, justement, vous avez de la marge en tant que chirurgien viscéral, mais quelles autres spécialités médicales sont peut-être plus menacées que la Ah bah tienne? oui, oui, c'est vrai. On Parce en qu'on en avait parlé. parlait rapidement quand on s'est rencontrés, et, on Ouais. parlait de la radiologie, par exemple. Ouais, pour la radiologie, bah, eux, effectivement, c'est plus facile d'incorporer une intelligence artificielle là-dedans parce que c'est des interprétations d'images. Oui, tout à fait. Une interprétation d'images, dit base de données, tu fous des milliards d'images dans une IA et c'est elle qui sera capable de te faire un ou plusieurs diagnostics sur un scanner, un cliché de mammographie, une échographie, etc. Que le radiologue peut passer à côté parce qu'il va se focaliser sur un truc et pas le reste, alors qu'une IA, ça pourra checker tout, tout. Donc je pense que là-dessus, il pourra y avoir effectivement des grosses avancées. Alors est-ce que la machine va dépasser l'homme à ce moment-là? Je sais pas, mais bon. Et tu vois d'autres spécialités? Parce qu'il y a tout ce qui est basé sur l'image, du coup, te semble Ouais, menacer la je spécialité pense que c'est médicale. surtout l'imagerie pour l'instant je pense là-dessus, c'est facile en tout cas d'avancer, quoi. Ouais, ok. Donc ça veut dire qu'il faut garder du geste médical ou voilà, de quelque chose qui est de l'ordre de l'action avec un mouvement pour que ce soit pas remplacé tout de suite peut-être par de l'IA. On a encore un peu de marge. Ouais, bah, tu sais, à chaque fois, je prends la même comparaison au pilote d'avion, T'as le pilote automatique, mais il y a un moment, le pilote automatique peut pas tout faire. Et t'as quand même l'instinct du pilote qui prime sur celui de la machine parce que t'as des variables que la machine peut pas maîtriser. Donc, Ouais. inéluctablement, quand Enfin, il y a besoin les des avions ils mains. conduisent tout seuls quand même pour l'instant, hein, Ouais, depuis après, une t'as dizaine plein de d'années. voitures autonomes, mais est-ce elles vont t'empêcher de te planter contre un platane ou de te taper un cerf qui va passer à la dernière seconde, d'avoir le réflexe dernière seconde, etc. Peut-être. J'ai tendance à Mais- penser moins que les humains, et je pense qu'elles vont être plus performantes que les humains, comme pour Ah, détecter un peut-être. planome, comme pour Ouais. faire quelque chose. Non, mais c'est ça, t'as plein de trucs. Après, il faut savoir, nous aussi, se dire, peut-être qu'un jour, la machine va nous dépasser. Est-ce que ça sera bénéfique ou pas pour le patient? À voir. Je pense que ça va demander du temps, mais faut avancer avec notre temps et je pense que ça pourra être bénéfique, hein. Et donc ça veut dire que la machine remplace une partie de l'expertise en fait du praticien, parce que Ouais. il me semble que la partie care traditionnelle, c'est-à-dire s'occuper de l'humain avec un autre humain, peut pas être remplacée en aucune façon par une intelligence artificielle, il me semble. Mais il y a le film Her qui en parle et tu sais, Ouais. c'est ça Après, qui est j'allais te dire, il incroyable. y a des robots qui ont des sentiments, hein. Oui, c'est vrai. Il y a des films où des robots, il y a des Alors ils ont pas sentiments. de sentiment, mais ils simulent le sentiment en tout cas. Voilà, c'est ça, hein. Ils Oui. simulent des sentiments, ils arrivent à capter les émotions des gens, à s'adapter en fonction de l'émotion. Donc, tout est possible, en fait, hein. Alors, j'ai vu aussi, ils ont fait des tests, il y a des études déjà qui sortent sur les IA génératives type GPT, donc conversationnelles, où comment dire, fait une étude de comparative entre des praticiens qui répondent ou du secrétariat et des IA. Et en fait, Ouais, les IA, bah, elles sont plus sympas parce que les IA, elles sont pas affectées justement par les émotions ouais. négatives qu'un patient peut amener dans un cabinet médical. Ah Donc, elles bah oui. répondent toujours gentiment, avec de la rondeur, avec de la politesse, etc. Et donc, ça, effectivement, c'est déjà une petite partie, sur tout ce qui est écrit, qui peut être peut-être retranché aux tâches d'un cabinet médical d'une façon générale. Ouais, ouais, ça c'est sûr, hein. Après, c'est vrai qu'ils embellissent tout le temps les formules pour répondre aux gens et essayer d'utiliser les bonbons au bon moment. Ça, c'est le rôle aussi du médecin, du chirurgien en règle générale. Mais bon, on reste des humains, donc on reste avec nos émotions, avec nos trucs. Donc, Oui, bien sûr. on peut avoir des problèmes dans notre vie perso au moment où on travaille. Et donc, c'est ça qui fait que ça peut interférer sur notre manière de travailler. Qu'une intelligence artificielle ou un robot, tout ça, ça va le chanter. Donc, oui, effectivement, ça peut être un avantage. Après, les trucs de ChatGPT, etc. Même moi, je me suis déjà amusé, tu sais, à simuler des cas cliniques pour ChatGPT en demandant, enfin, en essayant de le tester pour voir s'il posait le bon diagnostic. Et Allez. effectivement, par rapport à ce que je lui explique, il pose de bons diagnostics. Il dit toujours, mais attention, je ne suis qu'une IA, donc Oui. à gérer avec parcimonie, il vaut mieux aller voir un médecin, passer aux urgences, etc. Donc, ils font toujours attention dans le domaine médical à dire, voilà, je te propose ça, mais je reste une machine, entre guillemets, et je ne vais pas enfin, dépasser les compétences, en tout cas, du médecin, mais il se plante rarement. D'accord. Et donc, tu lui amènes quoi? Tu lui amènes les symptômes observés, les signes observés Ouais. et Bah, toi, par exemple, je m'étais amusé à dire, bah, il y a un gamin de 12 ans qui arrive, il a mal au bide, en bas à droite, il a de la fièvre, il vomit. Quel est le premier diagnostic à évoquer? Bah, il t'a dit, bah, j'évoquerai en première intention une appendicite. Et puis après, j'ai dit, bah, ce serait quoi le premier examen à lui proposer? Bah, je ferais d'abord une échographie. Donc voilà, voilà. Après, c'est facile parce que je veux dire, lui, il screen toutes les données, gestion d'une appendicite, et puis hop, il fait la superposition de toutes ces données. Donc c'est facile pour lui, mais encore une fois, c'est bien fait, tu vois. Donc ce sont des bons outils à utiliser avec une certaine intelligence, quoi, c'est sûr. ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ça reste un outil, quoi.
ça reste un outil parce que toi, moi, par exemple, j'ai peur aussi, c'est con, mais toi, j'ai peur, par exemple, pour mes enfants plus tard, Hmm. parce qu'il y en a plein qui, toi, ils doivent faire, je sais pas, une disserte en philo. Et Ouais. ben, les jeunes, maintenant, ils vont prendre ChatGPT, fais-moi une disserte sur c'est quoi le silence. Il y a un Bing. Le risque. mec, il va te faire la disserte, fini, copier-coller. Je dois faire une équation à trois inconnus. Tu lui poses, il va te la résoudre. Tu vois, Hmm. donc ça va faciliter les choses, mais ça va te les rendre, tu vas être un peu décérébré parce que tu vas plus réfléchir, quoi. Je suis d'accord avec toi, c'est un gros risque et il me semble qu'on n'y échappera peut-être pas. Je fais le parallèle, moi, si tu veux, avec l'apparition d'Internet aussi et le fait qu'on a perdu la mémoire ou l'apparition des Oui, calculatrices. C'est-à-dire qu'en fait, les calculatrices, bah, plus personne fait 12 735 fois ouais, 4. bien sûr. Bon, personne. C'est clair. On a perdu cette compétence-là et on a perdu aussi, il me semble, la mémoire et ça me semble plus grave. C'est-à-dire que avant, il fallait que tu ailles chercher dans ton encyclopédie Universalis et on la connaissait pas par cœur, mais on avait un acte différent. Maintenant, tu vas sur Wikipédia ou sur n'importe quel site Internet, tu trouves toute l'information. Donc, on n'a plus besoin de retenir, en fait. On va chercher à la demande l'information dont on a Ouais. besoin. Il Mais me toi, ce semble que que tu dis, c'est pas con, mais moi, je me force toujours, quand j'ai un trou de mémoire, à ne pas utiliser le téléphone tout de suite. Je cherche, et si je me dis je trouve pas, je vais voir. alors, tu as raison, parce qu'en plus, on sait qu'au niveau cognitif, ça, c'est intéressant. C'est comme ça qu'on mémorise, justement. C'est en allant chercher l'information qui a déjà été Ouais, mémorisée, en essayant de la ressortir. absolument. Là, je renvoie des vidéos de David Louapre très intéressantes là-dessus. Je le mettrai en commentaire aussi. Mais donc, et qu'est-ce que, on va perdre quoi? Parce qu'effectivement, du coup, peut-être pas toi, parce que toi, t'es un mec, comment dire, motivé. T'as envie de toujours faire l'exercice pour que ton cerveau reste en bonne forme. Mais effectivement, des gens qui vont faire, préparer une disserte de philo ou un exercice de maths vont de plus en plus Ouais. avoir GPT qui va répondre à leur place. Et effectivement, du coup, leur cognition va en quelque sorte s'atrophier sur ces compétences-là, quoi. Et ça peut changer pas mal la face de l'humanité parce que c'est pas des détails quand même. Hein. C'est la façon dont le cerveau est fait, les connexions neuronales sont faites, quoi. Moi, c'est ce que je dis, c'est qu'un cerveau, c'est un muscle qu'il faut entretenir, hein. Oui. Et moi, je le voyais pendant mes études de médecine, j'étais une machine de guerre pour retenir. Enfin, Hum. t'imagines tout ce qu'on doit apprendre. Ah oui. Après, on avait En fait, ce qu'on dit, c'est qu'il faut apprendre et oublier 7 fois une chose pour la connaître par cœur, tu vois. Donc, bah, tous les trucs, moi, je les ai lus au moins 7 fois, je les ai oubliés au moins 7 fois. Mais je me suis tapé des milliards de pages. Et à la fin de mes 6 années d'externat, j'étais une machine de guerre, je disais un truc, boum, je le retenais, tu vois, et je le retenais longtemps. Ouais, Donc, on voit tout de suite la différence quand tu travailles ton cerveau et quand tu le travailles plus, tu vois. donc toi, tu penses qu'en fait, ces compétences-là qui ont été un peu remplacées par Internet ou par l'IA qui arrive maintenant, en fait, on doit continuer à les travailler de la même façon qu'auparavant, et peu importe, en fait, il faut continuer à muscler son cerveau, et on va avoir des outils de plus en plus sophistiqués, mais c'est pas grave, faut continuer à Moi, les... c'est des compléments. Pour Ok, moi, ce sont des outils complémentaires à une réflexion sous-jacente que tu dois garder, quoi. ok, je comprends. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah, je suis d'accord avec toi. Effectivement, mais par contre, il va falloir continuer à motiver les gens parce que du coup, le problème qui arrive, c'est la motivation. Parce que quand tu as tout de suite le truc instantané qui t'arrive dans la bouche, que t'as pas eu besoin de réfléchir, conserver la motivation, ça veut dire que depuis le tendre enfance, il va falloir motiver les enfants, Ouais. les adolescents à continuer à faire fonctionner ce muscle-là, quoi, comme tu dis. Mais tu dis ça, mais c'est valable aussi pour la motivation des jeunes pour le travail, parce que maintenant, les Tout à fait. jeunes, ils veulent gagner de l'argent vite sans trop travailler. Tout à Et en fait. fait, c'est pas possible, les gars. C'est-à-dire que Ouais. si tu veux être riche, à moins d'être issu d'une famille, voilà, qui gagne depuis Au moins X d'un années, héritage, quoi. voilà, ou d'avoir un héritage, c'est pas possible. Donc, si tu veux gagner de l'argent, il faut travailler. Pour travailler, bah, il faut réaliser, il faut apprendre. T'as pas le choix, quoi. Et donc, tu penses que ta transmission éducative par tes vidéos contribue à ça, quoi, à motiver un peu les gens. En tout cas, moi je l'espère et je sais que j'ai des retours en tout cas à ce sujet, j'ai des retours positifs nombreux et donc c'est surtout ça aussi qui me conforte dans l'idée de continuer, tu vois. D'accord. Bah écoute, bravo, Mais j'ai effectivement. très peu de retours négatifs. Comme Oui. partout où tu as des retours négatifs, tu as toujours là des gens qui sont là pour critiquer et faire chier leur monde. T'as vraiment des gens qui viennent te critiquer là, parce que qu'est-ce qu'ils peuvent dire? T'as bossé, t'as fait le job, t'as montré un truc, t'as J'ai expliqué déjà eu, du j'ai mal fait à une vidéo personne. dessus. J'ai déjà eu un type sur LinkedIn qui est venu écrire c'est qui ce guignol, tu vois? Parce que j'avais Ah, fait une vidéo un petit peu drôle, étant dit en fait il a faut trouver on drôle, a le quoi. droit d'avoir un peu d'humour et voilà, fais pas chier. Après, il y en a d'autres qui disaient bah t'es chirurgien, t'as que ça à foutre, tu feras mieux t'occuper de tes patients. Comme si quand on est chirurgien, on a que, enfin notre vie c'est que de s'occuper de ses patients, on peut pas faire autre chose à côté qui nous fait plaisir. Donc t'as toujours ce qu'on appelle les haters pour venir te faire chier. Mais toi au début ça m'avait un petit peu fait mal au cœur. Et puis après, j'ai vite On s'en compris que fout. les haineux, faut passer outre et puis basta, quoi. Ah, tout à fait. On s'en fout ce qu'ils pensent les autres. De toute façon, ça Mais marche. voilà, c'est ça. Les gens, ok. Ok. Et écoute, je terminerai peut-être avec deux questions rapides. Ouais, une question un peu juste pour rêver, c'est que si t'avais, toi, connaissant tout ton boulot, tes contraintes, etc., si t'avais un super pouvoir, un truc qui te permettait de résoudre un problème particulier que t'as, voilà, de façon un peu magique, est-ce que t'as un truc auquel tu penses, un problème qui est récurrent, qui fait chier tout le temps et qui revient, ou est-ce que non, il faut apprendre tout, bon, les choses avancent petit à petit et puis ça va avancer au rythme que ça avance.
Ouais, je pense pas qu'il y ait de baguette magique pour ça. Non, certainement pas, mais si, imaginons que tu as une baguette magique pour faire exploser un problème. En fait, nous, le problème quand on est chirurgien, c'est l'organisation. D'accord. Toi, ça va paraître con, mais Bah on a non, c'est important. tellement de trucs à gérer en même temps Ok. qu'on essaie de faire tout bien comme il faut, mais on oublie forcément des choses. En fait, je te dis, comme on a tellement de trucs à gérer, comme on peut être amené à opérer, à avoir des coups de téléphone, à gérer un truc en même temps, faire un autre, repartir en haut, en bas, à droite, faire ci, faire ça. En fait, on a trop de trucs à gérer en même temps. Et- C'est difficile de déléguer parce que tu as peur que ça soit mal fait. Donc, en fait, c'est plus cette charge de travail qui nous incombe, qui fait que c'est le métier qui fait que c'est compliqué, tu vois. Mais je sais pas s'il y aura une baguette magique pour ça. et ça passe pas par de la normalisation et de l'industrialisation, entre guillemets, au sens noble du terme. C'est-à-dire, il s'agit pas de plus considérer les patients, mais je veux dire, c'est pas en normalisant les processus quand même et en faisant que toi, Bah, ton temps soit consacré à des choses de façon compartimentée que ça va c'est résoudre. ce qu'on essaye de faire de plus en plus, mais tu gères de l'être humain, hein. Et donc Oui. l'être humain, personne n'est parfait. Il Donc y a là, des ça situe erreurs. des aléas, quoi. Bah ouais, non, mais voilà, c'est ça. T'as l'aléa non maîtrisable. C'est de l'être humain, c'est pas de la machine, encore une fois. Ok. Donc tu fais avec, quoi. Mais c'est Ok. ce qui fait que le métier est beau. Et en fait, le mot-clé du chirurgien, c'est de s'adapter de manière continuelle, constante. On s'adapte à tout. Tu vois. Tu t'adaptes aux patients, à la technologie, à la chirurgie, etc., etc. Ok, et ben c'est un bon mot de la fin. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2025, outre la parution de ton livre et un Ah succès? bah, je pense que c'est déjà pas mal. Le bouquin, c'est bien, parce que je te jure, c'était mon Everest, comme je disais. Parce que voilà, écrire un bouquin, c'est pas du tout facile. Moi, de ce que j'écris, c'est des articles scientifiques, des thèses, enfin, tu vois, c'est des trucs, voilà, scientifiques. Et donc, retranscrire ce que tu as dans ta tête sous forme, pour que ce soit intéressant, bah, c'est compliqué. Alors maintenant, plus j'écris, plus je suis à l'aise, hein, c'est ce que me dit ma coach, en l'occurrence. Et donc, ouais, bah, 2025, moi, ce serait bien, ouais, un bouquin, parution du bouquin, et puis voilà, que ça plaise aux gens et que ça marche bien, ouais, ce serait une bonne idée, ouais. Ok, et ben écoute, à l'apparition du bouquin, ce sera un grand plaisir de te recevoir de nouveau si tu as envie. Ah, Donc, on peut, hein, carrément. ma chaîne sera ouverte pour toi. C'est vraiment un grand plaisir. Tes explications sont super, très claires et à mon avis vont intéresser beaucoup de gens. Si cet épisode t'a plu, merci de liker, de commenter, de partager et de t'abonner pour suivre les prochains épisodes. Ciao, merci.